d'histoire de Mirabeau et de Marseille, puisque, vous allez le voir, Mirabeau a été très lié à Marseille. Bon, chacun sait qu'il a été enfermé au château d'If sur ordre de son père étant jeune pour dette et pour vie dissolue. Mais Mirabeau a joué un rôle très important dans l'histoire de Marseille, notamment au mois de mars 1789, ce que je vais essayer de vous démontrer ce soir. Merci de votre présence. Alors, il y a quelques mois de ça, j'avais évoqué dans une autre conférence Marseille au temps joyeux des galères, un titre un peu ironique. Mais il est certain que la disparition des galères à Marseille, qui était une véritable institution, ainsi que de leur arsenal au milieu du XVIIe siècle, marquera pour les Marseillais la fin d'une époque faste. Certes, cette disparition permit l'édification de nouveaux quartiers, des hôtels somptueux sortirent de terre, ainsi que de belles bastides entourées de terres maraîchères. Les négociants s'enrichirent, c'est le début de la grande époque du commerce à Marseille. Le nombre des navires entrés dans le port passa de 350 en moyenne dans les années qui suivirent la mort de Louis XIV en 1715, à près de 800, pour ne parler simplement que du grand commerce, à la veille donc de la Révolution. Mais cette croissance incontestable ne profite pas à tous. Marseille et la ville, dénonceront les cahiers de doléances de 1789, où le peuple est le plus misérable par le vice de son administration et par la manière inégale et odieuse de percevoir l'impôt. Les injustices flagrantes du régime des fermes entraînèrent à plusieurs reprises le mécontentement, puis la colère des Marseillais les plus pauvres, confrontés à la hausse continue des prix, et notamment du prix du pain, et à la taxation des denrées de première nécessité. La réalité de cette époque, en effet, c'est d'abord le pain. Toute la richesse économique repose sur la production agricole. Une année médiocre et le fragile équilibre entre le nombre des hommes et le volume des subsistances s'écroule. Une année médiocre ou franchement mauvaise et le blé se fait rare. L'on doit alors stocker et la disette s'installe. Des hivers particulièrement rigoureux et rappelant celui terrible de 1709, le petit âge glaciaire, à la fin du règne de Louis XIV, s'étaient succédés. Des hivers qui bloquèrent les rivières et gelèrent les arbres jusqu'aux oliviers de Provence. Le Mistral soufflait avec violence et les navires chargés de blé ne pouvaient entrer dans le port, la mer étant glacée, et étaient obligés d'attendre le moment propice et des vents favorables pour accoster à quai. Il faisait si froid que le vin gelait dans les verres. Alors, comme vous le voyez, les hivers rigoureux ne sont pas l'apanage exclusif de ce début du XXIe siècle à Marseille. À partir de l'hiver 1775, les échevins de Marseille décidèrent de faire enlever systématiquement la neige glacée de toutes les places publiques, rues et ruisseaux par les soldats qui en faisaient, après l'avoir brisé avec une pelle, de petits monceaux au milieu des chemins d'où plusieurs tombereaux venaient régulièrement l'enlever. Les échevins firent également publier, au son de trompe, que tous les habitants eussent à nettoyer devant la porte de leur habitation pour former un passage le long des murs en accumulant la neige vers les ruisseaux. Alors les mendiants, on ne disait pas à cette époque les SDF, étaient de plus en plus nombreux dans les rues. Et si le conseil municipal de Marseille, alarmé par la situation, finit par s'en rendre compte, il prit des mesures urgentes pour le soulagement des classes indigentes durant l'hiver 1776. Les paroisses de la ville et de la campagne reçurent des aides en argent ou en grains pour être distribuées aux pauvres. Par ailleurs, on constatait une recrudescence, ce qui se passe toujours dans ces périodes-là, une recrudescence des voleurs
de bourse et des gamines qui s'offraient pour un morceau de pain, c'est le cas de le dire. Les hivers, chaque année, plus glaciales que les précédents, et en conséquence l'obscurité qui tombait dès le milieu de l'après-midi, conduisirent par ailleurs la ville de Marseille à envisager un éclairage public digne d'une grande cité. C'est M. Tourtil-Sangrin, entrepreneur de l'illumination de la ville de Paris, qui fut chargé en 1785 d'établir un devis. Un traité fut signé le 9 septembre 1785 pour 12 ans, et l'illumination de la cité phocéenne commença le 17 décembre 1785 avec 693 lanternes. Marseille comptait donc, à la fin de l'année 1788, 814 lanternes ou réverbères avec 2107 becs de lumière. Si les Marseillais y voyaient donc un peu mieux, ils avaient toujours aussi froid. L'hiver de 1789 fut de tous le plus rigoureux. Les rues de la ville se transformaient en véritables patinoires et les chutes se multipliaient, au point que le journal de Provence de Bogart publiera dans sa feuille du samedi 3 janvier 1789 cette découverte utile. On vient de nous faire parvenir un moyen sûr pour ne pas glisser sur la glace. Nous nous empressons d'en faire part à nos lecteurs. Il s'agit d'adapter au-dessus de la semelle un bourrelet ou rouleau de vieux linge qu'on attache à sa boucle. Au moyen de cette précaution bien simple, on peut aller très vite et sans le moindre danger sur la glace la plus glissante. Ce rouleau étant bien vite aplati par le poids du corps, ne peut absolument gêner. Nous sommes bien fâchés de ne pas avoir été instruits plus tôt. Nous aurions eu peut-être la satisfaction de prévenir les accidents fâcheux que les dernières glaces ont occasionnés. Mais, plus grave encore, la rigueur de l'hiver favorisa la spéculation sur les denrées de première nécessité. Les craintes d'une disette et d'une poussée excessive des prix provoquèrent de vives réactions au mois de février. Les échevins prenaient très au sérieux tous les bruits annonciateurs d'émeutes et craignaient un soulèvement populaire. Ils écrivirent donc le 11 février, donc 1789, à M. l'intendant de la Tour et au commandant de la marine, M. de Clandeveste. Ce matin, il a été exposé en cette ville, à l'une des portes de la loge, un placard séditieux par lequel des gens mal intentionnés annonce que si le prix du pain et celui de la viande ne sont pas incessamment diminués, ils se porteront aux derniers excès et mieux qu'ils incendieront le port. Le 6 mars 1789, la berline d'un voyageur monte lentement le Raidillon, par lequel, à partir du hameau de Pont-Royal, la route d'Italie quitte la vallée de la Durance. Parvenu au sommet de cette côte, apparaît, dans un bassin agreste, une petite ville dorée, la cité de Lambesc, siège des États généraux de Provence, en vêtements de fête, qui attendait avec impatience l'arrivée de la voiture. Une foule endimanchée agitait des bouquets de fleurs et des branches de laurier en criant à pleine gorge « Vive le comte de Mirabeau! Vive le père de la patrie !» Né au château de Brignon, le 9 mars 1749, dans une vieille famille provençale, le jeune Honoré Gabriel Riquetti, comte de Mirabeau, en raison de ses duels, ses dettes et ses débauches, avait scandalisé la noblesse de Provence, qui le repoussa. Et comme il était par ailleurs révolté des injustices sociales et politiques et sociales de son époque, et dont souffrait d'ailleurs l'ensemble du royaume, il entendait bien se faire élire député du tiers. Alors, le tiers-État, il faut le préciser, sous l'Ancien Régime, était le troisième des grands ordres du royaume, après la noblesse et le clergé.
celui qui supportait la quasi-totalité des impôts et était tenu à l'écart des grandes charges de l'État. Le comte de Mirabeau possédait un charme évident, malgré sa laideur, et séduisait les hommes et les femmes. La liste des victimes féminines de sa séduction était très longue. Et on ne remarquait plus alors les défauts de ce visage grêlé de petite vérole. On ne voyait que les reflets des sentiments qui l'animaient, réels ou feints. Enfin, sa voix, à elle seule, constituait un élément de séduction incomparable. Cette voix étendue, flexible, mâle, qui pouvait prendre par moments des intonations si émouvantes, et dire que lorsqu'il vint au monde, non sans difficulté puisqu'il fallut employer les fers, un très court filet paralysait sa langue, ce qui fit dire au médecin accoucheur, en regardant l'enfant, « Il aura bien de la peine à parler ». Le bruit de l'arrivée à Marseille, de l'arrivée de Mirabeau d'abord à Lambesc, s'était répandu comme une traînée de poudre et les Provençaux accouraient d'un peu partout de leur village pour saluer le défenseur du peuple dont la popularité ne cessait de croître. Ému par la foule qui dételle les chevaux et entreprend de tirer sa voiture à bras d'homme, il s'écrie « Mes amis, les hommes ne sont pas faits pour porter un homme, et vous n'en portez déjà que trop. Un peuple ne doit jamais de reconnaissance parce qu'on n'est jamais quitte envers lui. Haïssez l'oppression autant que vous aimez vos amis, et vous ne serez pas opprimés. » Les pâtres soufflaient dans leur galoubet, les tambourins scandaient le trot des chevaux, et un cortège porteur de torches viendra accueillir en grande pompe, d'abord à Aix, Mirabeau, où il ne doutait pas de son élection. Toutefois, celui qui allait devenir l'Hercule de la Révolution, pour reprendre la formule de Goethe, jugea plus prudent de s'assurer aussi les suffrages de Marseille. Sa visite dans la cité phocéenne, le 17 mars 1789, avait été habilement orchestrée par la publication d'une véritable profession de foi électorale, lettre d'un citoyen de Marseille sur M. de Mirabeau. Dans cet écrit anonyme, Mirabeau entreprenait sans vergogne son propre éloge et ne craignait pas de se décrire ainsi. Il foudroie la noblesse héréditaire, il dévoile à des hommes libres les abus de l'aristocratie. Il grave depuis 15 ans dans des ouvrages qui vivront autant que le bronze et l'airain les droits les plus sacrés de l'homme, la liberté et l'égalité. La Provence était esclave, le comte de Mirabeau arrive et lui rend sa liberté. Sous le nom d'États nationaux, l'aristocratie de la noblesse écrasait les communes. Il fait écrouler cet édifice gothique, et bientôt égalité et liberté vont être les seules bases de la nouvelle Constitution. Il faut encore ajouter que ce bon citoyen est l'homme le plus éloquent de son siècle, que sa voix domine les assemblées publiques comme le tonnerre couvre le mugissement de la mer, que son courage étonne plus que ses talents et qu'il n'ait aucune puissance humaine qui puisse lui faire abandonner un principe. Ce texte prête plutôt à sourire aujourd'hui, l'on penserait presque à une histoire marseillaise, mais il n'en était rien, et force est de constater que le langage de Mirabeau passait, comme le prouve l'enthousiasme qu'il suscita lors de son entrée solennelle à Marseille, donc le 18 mars. Selon ses propres dires, 120 000 personnes lui firent un accueil triomphal en leur présentant leurs enfants à bénir, depuis le mousse jusqu'au millionnaire, dit la chronique. Le jeune avocat marseillais, Charles Barbaroux, vouait une admiration sans borne pour le tribun, dont la laideur presque monstrueuse glaçait d'horreur ses détracteurs. Il lui fit part de ses espoirs et de ses inquiétudes pour notre ville,
et l'assura de sa fidélité et de son enthousiasme pour les idées nouvelles. Le soir même de son arrivée donc à Marseille, le futur député du Thiers assista au Grand Théâtre à la représentation du bourgeois gentilhomme, à côté d'une dame qui s'appelait Tiran, T-I-R-A-N, du nom de son mari. Après la représentation, il fut très longuement applaudi et reçut une couronne de laurier des mains de mademoiselle Thiers, la future tante du premier président de la Troisième République. Ce qui fit dire le lendemain aux Marseillais, qui avait beaucoup le sens de l'humour, il a écarté la tyrannie et le Thiers l'a couronné. À cette couronne qu'il porta fièrement toute la soirée étaient attachés les vers suivants. « Nous lui devons cet hommage flatteur, il nous apprend ce que nous sommes, le père fut l'ami des hommes, le fils en est le défenseur. » L'hôtel des ambassadeurs, rue Beauvau, où il était logé, était garni de pavillons qui flottaient au milieu de la rue et un arc de triomphe avait été dressé sur la porte d'entrée. La bourgeoisie et le peuple de la rue étaient conquis par celui que l'on appelait, que l'on surnommait Monsieur l'Ouragan. Quand il quitta Marseille pour Aix, le 19, il fut accompagné par un imposant cortège, 100 jeunes gens à cheval, le précédent, et 300 carrosses, le suivant. Des milliers de jeunes gens porteurs de torches l'escortaient en marchant, et l'escortaient en chantant plutôt. Deux de ces jeunes gens, debout à la portière du carrosse du comte, tenaient en main une feuille de laurier, et jusqu'à la place d'Arinque, ce ne fut que cris continuels et applaudissements sans borne. Dans une lettre du 21 mars 1789, les échevins de plus en plus inquiets reprirent la plume pour prévenir solennellement l'intendant de la Tour et le gouverneur militaire de la Provence, le comte de Caraman, de la fermentation des esprits qui régnait dans la ville, notamment depuis la venue de M. de Mirabeau. Des affiches, de plus en plus nombreuses, étaient collées sur les murs, annonçant la tenue d'assemblées et invitant solennellement les commis et les ouvriers journaliers à se réunir à la plaine Saint-Michel et aux allées de Meillan. Notre situation, écrivaient les échevins, conscients du danger, est vraiment douloureuse et pénible. Nous tâcherons de n'oublier aucune des précautions qui pourront maintenir dans l'intérieur des murs la tranquillité publique et la sûreté des citoyens. Monsieur de Caraman, appelé par les échevins le 22 mars, le comte de Caraman, donc, qui était le gouverneur militaire de Provence, appelé donc le 22 mars en raison de la gravité de la situation pour entrer dans la ville en cas d'insurrection, se rendit jusqu'à Septème avec ses troupes. Mais il préféra se tenir à l'écart. Il est probable qu'il ne voulut pas prendre le risque de mettre de l'huile sur le feu. Et il eut en tout cas le courage d'entrer seul dans la ville, et comme il fut, à sa grande surprise, accueilli par des applaudissements, il se sentit aussitôt rassuré. Cependant, l'Aquilon fougueux de la rébellion qui soufflait avec tant d'impétuosité sur la France et qui avait déjà causé tant de ravages en diverses villes du royaume, n'épargna pas Marseille que son existence politique semblait mettre à couvert de ses malins effets, écrit dans son journal un Marseillais témoin hostile de la Révolution et de ses acteurs. Dans la soirée du 23 mars, une poignée d'hommes, galvanisés par Charles Barbaroux, et quelques autres, dont l'auteur dramatique Blanc-Gilly, le capitaine Jean-François Lieutot, le physicien Étienne Chompré, ancien maître d'école, le liquoriste Rebecki, l'avocat Le Jourdan et l'aérostier Brémond, compagnon de Mazet en 1784, se réunit à la plaine Saint-Michel et descend vers le port. Ce sont 500 à 600 personnes
parmi lesquels un grand nombre de jeunes gens exaltés qui se massent sous les fenêtres de la maison de Rebuffel, l'un des principaux régisseurs des fermes des impôts, rue Ventomagui, près de la place Viveau. Les vitres des fenêtres furent brisées à coups de pierre et les manifestants commencèrent à enfoncer la porte d'entrée. Les Marseillais accusaient le régisseur de s'être enrichi avec la complicité de l'intendant de la Tour et des officiers municipaux. Prévenu de l'attaque, Rebuffel était parti précipitamment et s'était réfugié à la citadelle Saint-Nicolas. Un commis de bureau s'efforça d'apaiser la foule, qui se porta alors à l'hôtel de ville. Aux émissaires des insurgés qui s'étaient introduits jusqu'à la salle où les échevins travaillaient avec les députés des corporations du tiers-État pour l'Assemblée générale qui devait se tenir le lendemain, il fut promis toute satisfaction, pourvu qu'ils veuillent bien être patients. Le chevalier Arnoux, élu du tiers le 20 mars, descendit avec eux dans la rue afin d'haranguer le peuple et de lui assurer que l'on souscrirait au plus tôt à sa demande, mais qu'il fallait un peu de temps pour que cela se fasse. Barbaroux, qui l'escortait, souligna que la patience des Marseillais était à bout. Dans l'heure qui suivit, les échevins, par crainte et par prudence, fixèrent à 6 sols au lieu de 10 le prix de la viande et à 2 sols au lieu de 4 celui du pain. Aussitôt, un crieur public fut requis pour publier la nouvelle, à son de trompe, à travers la ville. Il accomplit sa mission, pratiquement porté par la foule, qui applaudissait et criait « viva » à chaque fois qu'il sonnait la trompette. Mais la colère de certains contre les autorités de la ville ne se calma pas pour autant. À leur sortir de l'hôtel de ville, le maire de Marseille, M. Gabriel de Gaillard, et l'assesseur furent hués et poursuivis à coups de pierre rue Coutellerie. Le maire, à la faveur de sa petite taille, parvint à s'éclipser dans la foule. L'assesseur se réfugia chez le marchand Poggi et, travesti en femme, parvint non sans mal à s'enfuir tandis que le magasin était assiégé par les insurgés. Les 2 hommes, le maire et son assesseur, toujours habillés en femme, parvinrent à quitter la ville, cachés dans une voiture des postes, par la porte de Rome, et se réfugièrent dans une maison de campagne du maire à Hyères. Quant aux 4 échevins, ils furent fort surpris des applaudissements qu'ils reçurent à leur sortie de l'hôtel de ville. Les uns se rendirent aussitôt à leur domicile pour s'y enfermer. Il valait mieux être prudent, il fallait attendre que l'orage se passe. Les autres chez monsieur le Viguier, où ils devaient tous venir faire visite à monsieur de Caraman, qui continuait à penser, un peu naïvement sans doute, que rien n'est à craindre pour la ville. Dans le même temps, monsieur de Caraman recevait l'avis de se rendre sans délai à Aix où sa présence était nécessaire et il décida de repartir sur le champ. C'est alors qu'il fut pris par monsieur l'intendant tandis que son carrosse traversait la rue de Rome et le cours et que des pierres furent jetées, furent lancées contre lui. Quelques-uns même ouvrirent la portière du carrosse pour se saisir de lui, mais s'étant aperçus de leur méprise, les agresseurs s'excusèrent et M. de Caraman put continuer tranquillement sa route. Dans le même temps, le pain était au pillage chez les boulangers et ceux qui résistaient étaient maltraités et volés. Pendant la nuit, la maison du régisseur des fermes, dont le luxe semblait être une insulte pour les pauvres, fut à nouveau la cible des insurgés. On enfonça la porte et tout fut pillé. Il en fut de même pour la maison de l'intendant de la Tour. Un certain nombre de citoyens soucieux, toutefois, d'éviter une guerre civile, se réunirent alors dans l'urgence pour essayer de trouver une solution à cette crise. L'avocat Raymond Julien, à la tête de ce mouvement, estima que Mirabeau était seul capable de ramener le calme et de concilier les contraires, et lui adressa
aussitôt un courrier alarmiste. « Tout est perdu, écrivit l'avocat, s'il faut céder au peuple. Tout est détruit si l'on emploie la force. Votre présence, peut-être, calmerait les choses. Quand on n'attend plus rien des hommes, il faut bien recourir aux dieux. Et s'il était possible que notre ville vous eût cette obligation. » La partie était grosse à jouer. Il ne s'agissait pas moins que d'assurer l'autorité en prenant parti contre le peuple. Pour Mirabeau, qui venait de s'exclure de la noblesse, c'était courir le risque de ne jamais entrer aux États généraux. Il n'hésita pas pourtant et partit aussitôt pour Marseille, après s'être rendu toutefois chez M. de Caraman pour l'informer, lui demander ses conseils et au besoin ses ordres. Le commandant, assez désemparé et qui ne savait plus où donner de la tête, laissa carte blanche en concluant « Vos succès porteront le prix de leur importance ». Mirabeau trouva Marseille en état de siège. Il rencontra aussitôt les autorités de la ville, mais aussi Barbaroux, Chompré et Rebecqui. Avec un remarquable sens politique, il manœuvra habilement et composa l'un de ses chefs-d'œuvre, La vie du comte de Mirabeau au peuple de Marseille. Dans ce bref récit, rapidement imprimé, affiché et distribué dans toute la ville, il faisait confiance à l'intelligence du peuple, obligé à raisonner ce qui s'y refusait, et tout en approuvant les justes revendications des Marseillais, se prononcer pour l'établissement d'un prix de denrées compatible avec les réalités économiques du moment. Votre exemple mettra la paix partout. Les Marseillais sont de braves gens. Le roi le saura, ce bon roi qu'il ne faut pas affliger, ce bon roi que nous invoquons sans cesse. La présence de Mirabeau, et son texte donc, va opérer à Marseille un véritable miracle. Et en 3 jours, en moins de 3 jours, Marseille fut sauvée de la guerre civile et retrouva son calme. Le 24 mars, le conseil municipal, sous la protection de la garde civique, put délibérer et prendre les décisions importantes, mise en place d'une milice citoyenne, ouverture du conseil municipal aux représentants des 3 ordres, création d'un conseil de ville qui confirma les engagements pris la veille, à savoir que le prix du pain restait fixé à 2 sols la livre et la viande à 6 sols, qu'il n'y aurait plus qu'une seule qualité de pain, que toute ferme et régie de la ville était abolie. Marseille devenait ainsi, en l'espace de quelques jours, la ville la plus libre du royaume, celle où le pouvoir bascule en douceur entre les mains de la bourgeoisie et du peuple. Elle est en quelque sorte une esquisse douce de la Révolution qui se déclenchera 4 mois plus tard avec la prise de la Bastille. Au soir de cette mémorable journée du 24, les échevins, suivis des conseillers de la ville et les députés de la corporation, précédés d'un officier de ville sans armes, de 2 trompettes et d'un secrétaire notaire, vinrent entourés par le corps des portefaix, publier au son de trompe et par la bouche du secrétaire les résultats de la délibération dans toutes les places et carrefours de la ville. Tout se faisait à l'époque à son de trompe. Et ce fut partout, de la part du peuple, qu'applaudissements et acclamations. Barbaroux et quelques autres prièrent alors les échevins pour clôturer cette soirée en beauté, si on peut dire, de se rendre au Grand Théâtre. Ils refusèrent d'abord, mais finirent par accepter et, toujours escortés par les portefaix, furent reçus par une salve d'applaudissements. Le Grand Théâtre allait devenir rapidement, durant la période révolutionnaire, une arène où, à la moindre allusion politique contenue dans les ouvrages représentés, s'affrontaient royalistes et républicains. Par précaution et pour éviter tout dérapage, ce soir-là, la pièce de théâtre avait été changée. Partie de chasse d'Henri IV
remplacer la pièce du roi de Cocagne affichée le matin. Par ailleurs, l'affiche du matin, qui portait comme d'usage par mandement de messieurs les maires, échevins et assesseurs, fut modifiée. On y effaça les mots de maire et l'assesseur et d'assesseur. Nous avons vu qu'ils n'étaient pas trop en odeur de sainteté, pour ne laisser que celui d'échevin. Après le premier acte de la pièce, M. Bonneville, le directeur et principal acteur, apparut sur scène en costume bourgeois et harangua les échevins par le discours suivant. « Messieurs, organes de mes compatriotes, j'ai l'honneur d'être choisi par eux dans ce moment pour vous témoigner les sentiments de leur reconnaissance pour vos bienfaits. Et nos petits-neveux apprendront un jour que c'est à cette époque que la sœur de Rome a vu renaître les vrais pères de la patrie. » À la demande du public, il répéta 2 fois ces mêmes paroles. Les échevins saluèrent le public, et l'un d'eux, prenant la parole, demanda qu'on voulût bien leur permettre de se retirer à l'hôtel de ville afin de vaquer à la municipalité de leur occupation dans ces moments. Ils furent applaudis et accompagnés avec le même empressement qu'ils avaient été amenés. Ils rentraient, la conscience apaisée, après avoir mis ordre à tout et assuré la tranquillité publique. La situation était rétablie. M. Gabriel de Gaillard pouvait revenir à Marseille et retrouver son fauteuil à l'hôtel de ville. Quant à Mirabeau, il était déjà reparti pour Aix, qui à nouveau s'enflammait et en quelques heures renouvela le miracle accompli dans la cité phocéenne. Il est singulier de constater que Mirabeau, considéré par la noblesse comme un agitateur et qui n'avait pas caché son intention de soulever la Provence, par un détour significatif de son destin, en était devenu le pacificateur. Mais pour combien de temps? Ah, qu'il faisait beau et chaud ce mois de juillet à Marseille, ce mois de juillet 1789. Le ciel était d'une pureté rare et le soleil plus éclatant que jamais. L'hiver glacial et le printemps pluvieux étaient déjà bien loin. Les Marseillais semblaient heureux de vivre et insouciants. Ils chantaient et dansaient dans les rues aux moindres occasions. Le 1er juillet fut affiché un avis aux citoyens les informant de la composition de la garde bourgeoise avec les noms des capitaines de service chaque nuit dans la semaine courante à dater de ce jour. Cette affiche sera renouvelée chaque semaine. La garde bourgeoise avait remplacé la milice citoyenne dissoute par Caraman, qui l'a jugée quand même un tout petit peu trop révolutionnaire. Elle renouait en somme avec le passé, avec son conseil à l'ancienne mode, ses hommes à la façon de Forcia de Pile, ce viguier héréditaire, symbole de notre glorieuse histoire. Les émeutes de mars étaient oubliées. Le roi avait d'ailleurs, dans sa grande bonté, accordé une amnistie générale pour les chefs de la révolte. Marseille nageait en plein consensus. Le 20 juin, à Paris, le tiers-État et quelques membres du clergé réunis dans la salle du Jeu de Paume avaient prêté serment de ne jamais se séparer jusqu'à ce que la Constitution fût établie. Et le roi, face à cette détermination, avait ordonné le 27 juin à son fidèle clergé et à sa fidèle noblesse de se réunir au tiers-État. La nouvelle de cette réunion parvint à Marseille le 4 juillet, et le 7 juillet, sur la demande faite aux échevins, une fête patriotique fut décidée. Un mandement de Monseigneur de Belois, évêque de Marseille, parut à ce sujet, qui ordonnait pour le lendemain un Te Deum et un feu de joie qui serait brûlé sur la place de Saint-Louis, enjoignait aux échevins d'illuminer la façade de leur maison sous peine d'amende. Le Te Deum eut lieu dans la cathédrale de la Major, dont la porte était gardée par une compagnie de patrouilles bourgeoises. Le comte de Caraman se plaça au côté gauche de l'autel, en face du siège de l'évêque,
Puis, après la cérémonie, il se rendit sur le cours avec les échevins pour allumer le feu de joie. La ville entière fut aussitôt illuminée et de nombreux Marseillais voulaient participer à la fête et illuminèrent leurs maisons. Le plus beau spectacle fut sans doute celui de la place Necker, jadis place Latour, dont la fontaine illuminée dans toute sa hauteur formait une jolie pyramide de feu. Au mur des 4 coins de la place étaient placées par sautoir 4 grandes plaques ornées de lampions avec le nom de la place Necker, au milieu des armoiries de M. de Caraman. Au milieu de la place flottait un grand pavillon blanc où était écrit « Vive Necker, vive Caraman ». Necker était, on va quand même le préciser, était le ministre des Finances de Louis XVI. Alors au-dessous de ce pavillon, sur le pavé de la Canebière, on avait dressé un arc de triomphe, on dressait beaucoup d'arcs de triomphe à cette époque, en forme de salle à figure octogone, soutenue par 8 colonnes d'ordre ionique supportant un entablement d'arceaux, le tout orné de verdure et de tapisserie. On dansa toute la nuit et les jours suivants jusqu'au lundi 13 juillet, jour où l'Arc de Triomphe fut abattu. M. de Caraman, pour se rendre compte par lui-même de ce qui se passait dans la ville, rôda sous un déguisement, on se déguisait aussi beaucoup à l'époque, dans plusieurs quartiers et constata avec joie que l'on dansait partout et félicita aussitôt les échevins pour la bonne humeur qui prévalait partout. « J'ai fait, messieurs, dit-il, j'ai fait, messieurs, hier une promenade entre 11h et 1h du matin dans toute la ville, et j'ai été si satisfait du nombre de patrouilles, du bon ordre, de leur silence et de leur exactitude, que je ne puis m'empêcher de vous prier d'en témoigner ma vive satisfaction à messieurs les officiers du corps de la bourgeoisie de Marseille. Jamais il n'y eut de fête aussi agréable et aussi tranquille. C'était une assemblée d'amis et de parents qui se réjouissaient avec décence, et comme ce succès est dû à leur zèle ainsi qu'à vos soins, je vous prie de leur faire passer mon compliment. » Alors dans cette joyeuse atmosphère et ce sentiment de réconciliation, d'unité retrouvée, la cote de popularité, pour reprendre un terme contemporain, la cote de popularité du roi Louis XVI grimpa en flèche. « Il n'y a guère en France d'homme meilleur que le roi », entendait-on dire partout à Marseille en ce début de mois de juillet. « Alors pourquoi ne supprime-t-il pas la Bastille ?» répliquaient certains esprits grincheux. « La Bastille? La prison? Mais elle n'enferme plus personne depuis la délivrance de Latude en 1784. » Il est vrai que l'imposant bâtiment, qui faisait froid dans le dos, ne contenait pratiquement plus personne. Et il est d'ailleurs cocasse de constater que l'un des très rares embastillés, avec trop de raisons de l'être, le fameux marquis de Sade, un homme cupide et vil, selon son principal historiographe, poussa les républicains excités à prendre d'assaut ce symbole abominable de la tyrannie. Cet homme cruel et dépravé, connu pour ses exploits de rapt, de viol, de séquestration, notamment dans son château de Lacoste, entre Ventoux, Rosne et Durance, ce sadique, employons le mot puisqu'on lui doit cet adjectif, passera 28 années de sa vie en prison. Cousin et adversaire de Mirabeau, le marquis de Sade, alors que l'incendie couve, va souffler dessus. Le 2 juillet, selon le répertoire de la prison, le comte de Sade a crié par sa fenêtre qu'on égorgeait les prisonniers de la Bastille et qu'il fallait les délivrer. M. Delaunay, le gouverneur de la Bastille, écrit 2 jours plus tard au ministre, et il a récidivé ses cris et ses plaintes bruyants. Il est tel que cet homme, il est arrivé un moment où cet homme serait très dangereux à voir ici et où il nuirait au bien du service. On le transféra donc à Charenton, où il passa 9 mois et n'assista donc pas à la prise de la Bastille et au début de la Révolution. Cependant, dans tout le pays, après le 14 juillet,
l'opinion va grondant, le flot va montant. Toutefois, la personne du roi n'est pas directement atteinte, ni d'ailleurs l'idée monarchiste. Louis XVI continue à rester populaire, et beaucoup le considèrent même comme un innovateur. N'avait-il pas convoqué des États généraux? Et grâce à lui, pour la première fois, le peuple entier avait été appelé à élire leurs représentants et à écrire ses plaintes et ses demandes. Pour la première fois. Cela était pourtant vrai. 5 ou 6 millions d'hommes prirent part à cette élection. Le roi est bon et la reine généreuse envers le peuple, rajoute Louise, la vieille poissonnière du quartier Saint-Jean. La reine Marie-Antoinette est en effet généreuse. Ne consentait-elle pas à donner aux tiers autant de députés qu'en avaient la noblesse et le clergé réunis? En fait, chansonnée par la noblesse, injustement méprisée et seule, elle voulait tirer de ses moqueurs une petite vengeance. Quant à Necker, l'incontournable ministre des Finances, il avait voulu, pour la gloire, pour sa gloire, pour être célébré, exalté dans les salons, mais aussi du grand public, mais aussi du peuple, il avait voulu doubler les députés du tiers, sachant bien que plus ou moins nombreux, le tiers ne serait toujours qu'un des 3 ordres et n'aurait qu'une voix contre 2. Et puis, il savait bien que le tiers, dans tous les temps, avait toujours été très respectueux avec les 2 autres ordres, notamment nommant souvent des nobles pour députés, parfois des gens anoblis qui se piquaient de voter avec la noblesse contre les intérêts du tiers qui les avait nommés. En fait, contre toute attente, les prévisions de Necker et de la noblesse furent battues en brèche. Le peuple, si peu préparé, fit preuve d'une grande maturité politique et le tiers allait très vite s'imposer face aux 2 autres ordres. Cette fois, il y eut incontestablement rupture entre le passé et le présent, les députés du tiers rejetant le vieux droit français basé sur la hiérarchie et la distinction des 3 ordres. Mirabeau joua un rôle déterminant dans ces événements. Le 6 avril 1789, à Aix, il était arrivé en tête des 4 députés du tiers. Il avait remporté un second succès à Marseille, mais moins affirmé puisqu'il fut mis en ballottage et ne sera élu qu'au second tour, 4e de la liste. Un peu vexé de n'avoir pas triomphé sans discussion à Marseille, il avait opté pour son siège d'Aix, puisqu'il lui fallait choisir entre les 2. Mais afin de ne pas froisser les Marseillais, il sut colorer de prétextes habiles son refus de représenter notre ville. Servir l'intérêt de Marseille est mon premier devoir, écrit-il. La priver d'un négociant de plus aux États généraux et prendre la place de ce négociant ne serait plus la servir. Voici le portrait que fit de l'élu provençal du tiers, Madame de Staël, la fille de Necker. On remarquait surtout le comte de Mirabeau. Aucun nom, excepté le sien, n'était alors célèbre parmi les 600 députés du tiers. L'opinion que l'on avait de son esprit était singulièrement augmentée par la peur que l'on avait de son immoralité. Il était difficile de ne pas le regarder longtemps quand on l'avait vu, quand on l'avait ne serait-ce qu'une seule fois aperçu. Son immense chevelure le distinguait entre tous. On eût dit que sa force en dépendait comme celle de Samson. Son visage empruntait à de l'expression à sa laideur même, et toute sa personne donnait l'idée d'une puissance irrégulière, mais enfin une puissance telle qu'on se la représentait dans un tribun du peuple. Le 23 juin, refusant d'obéir au roi et de quitter la salle du jeu de paume, l'impressionnant tribun avait prononcé sa fameuse harangue qui allait figer son image pour la postérité
et s'était écrié d'une voix de stentor, depuis son banc, face au représentant du roi, M. de Dreux-Brézé, « Oui, monsieur, nous avons entendu les intentions qu'on a suggérées au roi. Et vous, qui ne sauriez être son organe auprès des États généraux, vous qui n'avez ici ni place ni droit de parler, vous n'êtes pas fait pour nous rappeler son discours. Cependant, pour éviter tout équivoque et tout délai, je déclare que si l'on vous a chargé de nous faire sortir d'ici, vous devez demander des ordres pour employer la force, car nous ne quitterons nos places que par la force des baïonnettes. » Le 23 sera décidément un bon chiffre pour Mirabeau. Mais revenons, si vous le voulez bien, dans la cité phocéenne. Après les festivités, vous avez vu, tout à fait grandioses du 7 juillet, Caraman, très heureux de la tournure prise par les événements, se montre partout, et sans déguisement. Le 21 juillet 1789, fête de Saint-Victor, le cœur léger, il se rendit à la messe dans l'église paroissiale de Saint-Féréol, accompagné d'un bon nombre d'officiers des patrouilles bourgeoises en uniforme et des notables de la ville. Le 23 se tint dans la guinguette d'Arquier une assemblée de citoyens de la ville de Marseille. Furent nommés pour la députation Pierre Resquier, Jean-Jacques Bosque, Louis Palissot et François Granet. Par acclamation furent nommés les commissaires, dont Charles Barbaroux et le droguiste Toussaint Pascal. À la suite de cette assemblée, Barbaroux, au nom des commissaires nommés par l'Assemblée des citoyens le 23 juillet, écrit à Caraman « Nous sommes chargés de vous porter les vœux de plus de 6000 citoyens qui, sans désordre, sans tumulte, à l'exemple de ceux de Lyon, Grenoble, Nîmes, Nantes, se sont assemblés pour jurer sur l'autel de la patrie qu'ils resteront fidèles à la cause publique. L'écrit que nous avons l'honneur de vous remettre fut lu hier au soir dans le Conseil des Trois Ordres. Il y fut accueilli par des applaudissements et annexé à la délibération du Conseil. Nous n'arrivâmes à notre hôtel que fort tard, et votre absence nous fit renvoyer à ce matin notre députation. Nos sentiments dans l'intervalle qui s'est écoulé n'ont rien perdu de leur force. Ceux que vous inspirez, Monseigneur, ne sont pas des sentiments partagés. Ils sont permanents, comme le sont vos vertus. Nos enfants les conserveront envers les vôtres, et jamais le nom de Caraman ne s'effacera au cœur des Marseillais. Notre mission, Monseigneur, était de vous peindre les sentiments de nos concitoyens, mais les élans du cœur échappent au pinceau de l'esprit. Si vous désirez les connaître dans toute leur étendue, daignez, Monseigneur, vous pénétrer de cette idée qu'à Marseille, on vous aime aussi véritablement qu'on y déteste l'auteur de nos mots. Caraman est ému aux larmes à la lecture de ce texte qui le conforte dans son idée qu'il jouit de la faveur populaire et que ce Barbaroux n'est pas aussi sot, effronté, sans jugement ni réflexion que certains le prétendaient. Quant à Mirabeau, il semble incarner désormais la passerelle indispensable entre le tiers et la noblesse, entre le peuple et le roi. Les changements dans l'État lui semblaient nécessaires et même indispensables, mais il pressentait le danger de réformes trop hâtives et trop brutales. Il souhaitait la fin des privilèges et de l'absolutisme royal, mais il préconisait un sage équilibre des pouvoirs entre le roi d'une part et l'Assemblée. Chateaubriand cite dans ses Mémoires d'outre-tombe cette phrase de Mirabeau « J'ai voulu guérir les Français de la superstition de la monarchie et y substituer son culte. » En fait, Mirabeau croyait que la France devait devenir une monarchie constitutionnelle. Et Louis XVI, résigné à la perte du pouvoir absolu, accepta ses services en mai 1790, ce qui eut pour conséquence la diffusion dans les rues d'un pamphlet virulent, la grande trahison du comte de Mirabeau. Et l'on l'accusa de jouer sur les ambivalences, voire même de faire le jeu de la rébellion.
Bien que ces vices soulevaient l'indignation de tous, pour ne pas dire l'horreur, et bien entendu tout particulièrement de la reine, Mirabeau eut une première entrevue avec le couple royal en juillet à Saint-Cloud. Et il sut trouver les arguments pour les convaincre de se rallier à lui. À lui, lui qui seul était encore en mesure d'éviter la Révolution. Marie-Antoinette, fut-elle 100 fois prévenue contre un être qu'elle méprisait, ne put rester insensible à ce langage. Et pourquoi, après tout, aurait-elle refusé les offres d'un homme qui ne demandait qu'à prendre sa défense? D'un homme qui lui murmura avec une émotion nullement jouée « Madame, la monarchie est sauvée ». En fait, Mirabeau, qui connaissait bien les femmes, plaçait tous ses espoirs en elle, car il avait conscience de sa grande maturité politique et de sa force de caractère. « Le roi n'a qu'un homme, c'est sa femme », écrira-t-il. Il rajoutera « J'aime à croire qu'elle ne voudrait pas de la vie sans la couronne. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'elle ne conservera pas la vie si elle ne conserve pas sa couronne. » Désormais, Mirabeau tentera avec acharnement, avec obstination, de sauver ce qui pouvait l'être de la monarchie moribonde et de canaliser dans de sages limites la poussée révolutionnaire. Pendant ce temps-là, à Marseille, la bourgeoisie éclairée prenait officiellement le pouvoir. La municipalité, élue au début de l'année, est composée pour l'essentiel de négociants et de bourgeois. Le premier magistrat, Étienne Martin, est un ancien échevin d'opinion modérée, jouissant sur la place d'une excellente réputation. Ne l'appelle-t-on pas Martin le Juste? Les idées bouillonnent, la vieille société sclérosée se lézarde irrémédiablement. Les contre-révolutionnaires, animés notamment par le marquis d'Ambert, réagissent violemment. Des exactions se multiplient. La prise des forts Saint-Jean et Saint-Nicolas par la bourgeoisie révolutionnaire et la lamentable exécution par le peuple du commandant du fort Saint-Jean, le chevalier de Beausset, sont une tragique réplique. Mais à côté des contre-révolutionnaires, des femmes et des hommes partisans des idées nouvelles, mais qui croient encore en une monarchie constitutionnelle et en une évolution de la société plutôt qu'à une révolution, commencent à se faire entendre à Marseille. En réaction contre le jacobinisme marseillais, ils fustigent ouvertement ceux qui utilisent abusivement les mots de liberté et de souveraineté du peuple, dans le but d'exercer leur tyrannie. Et c'est alors que certains songent à l'homme du 23 mars 1789 et à celui du 23 juin pour ranimer dans la ville l'esprit de conciliation et de dialogue qu'il avait fait naître, l'indispensable consensus également entre tous les Marseillais. Parmi eux, le négociant Jean Abeille, injustement oublié aujourd'hui, un homme qui a fait beaucoup à cette époque pour notre ville. Et il faut citer aussi le monarchiste modéré, le marquis de Villeneuve-Tourette, le fameux Cénac de Meilhan, aussi célèbre à Marseille pour son action administrative que par son œuvre littéraire et à qui l'on doit l'aménagement du quartier de la promenade qui porte son nom, devenu la partie haute de la Canebière. Et puis des noms qui reviendront jusqu'à nos jours dans l'histoire de notre ville: Fraissinet, Bergasse, Olive, et puis notre évêque, Monseigneur Ebelois. J'ai retrouvé, il y a quelques mois, aux archives départementales, un courrier signé collectivement par quelques-uns de ces hommes, dont j'ai cité les noms, et qu'ils adressèrent à Mirabeau en décembre 1790. J'ignore si celui-ci reçut cette missive, mais il était alors très malade
et épuisés physiquement, ce qu'ignoraient les Marseillais, les nouvelles ne circulant pas à cette époque aussi vite qu'aujourd'hui. Voyez-vous, je persiste à penser qu'en fait ces hommes qui croyaient au changement, mais dans le calme et la concertation, n'étaient pas des contre-révolutionnaires et qu'ils voulaient absolument éviter que Marseille n'endure un jour les souffrances occasionnées par l'intolérance et le fanatisme. Or, c'est bien ce qu'il advint malheureusement. Après les heures glorieuses des 517 volontaires du bataillon qui entrera dans la légende révolutionnaire en juillet 1792, Marseille allait connaître la douloureuse période de la Grande Terreur, avec l'arrivée de Barras et de Fréron, de sinistre mémoire. C'est lui qui décrétera que Marseille s'appellerait ville sans nom. Mirabeau, à la fin de l'année 1790, sent bien qu'il n'est plus maître du sort de la France et qu'il n'est même plus maître de son propre sort. Nous l'avons vu, il est malade, très malade, prématurément usé par le travail et surtout les excès. Il respire avec la plus grande peine, le visage gonflé par l'arrêt du sang dans le poumon, le pouls intermittent et convulsif, les extrémités froides, l'œil égaré. À ces souffrances physiques s'ajoutent ces tourments et ces inquiétudes qu'il traduit en cette formule prophétique dont le pathétique bouleverse encore. J'emporte dans mon cœur le deuil de la monarchie dont les débris vont devenir la proie des factieux. Il meurt le 2 avril 1791 et c'est une foule évaluée à plus de 400 000 personnes qui l'accompagneront jusqu'à l'église Saint-Eustache où fut célébré l'office religieux. C'était la première fois, écrira Madame de Staël, qu'un homme célèbre par ses écrits et son éloquence recevait des honneurs qu'on accordait jadis qu'aux grands seigneurs et aux guerriers. Il sera même le premier grand homme à être reçu au Panthéon, mais aussi d'ailleurs le premier à en sortir, puisque quelques mois après sa mort, on découvrit dans les tiroirs secrets de son secrétaire des lettres échangées avec Louis XVI et avec l'Autriche, et sa dépouille mortelle fut alors retirée du Panthéon, puis brûlée et les cendres jetées dans les égouts de Paris. C'était l'époque de Robespierre et il y avait une fureur qui était révolutionnaire, qui était assez peu imaginable. Voilà, eh bien on peut dire que Mirabeau sera la victime post-mortem de la terreur, comme bon nombre de nos concitoyens de leur vivant, et comme Marseille elle-même, Marseille où il restera toujours très populaire, immensément populaire, depuis ce fameux 23 mars 1789. Barbaroux parlera du premier grand visionnaire, du premier grand révolutionnaire, et c'est Monseigneur de Belois qui parlera d'un homme sage et d'un visionnaire. Ce qui plaça si nettement Mirabeau hors de la commune mesure, ce fut évidemment ce don de la parole, probablement le plus éclatant de toute l'histoire humaine, et puis un don de cette sorte ne pouvait pas laisser indifférents les Marseillais, qui eux aussi ont le don de la parole. Mais c'est surtout le fait que cet homme, si peu vertueux dans sa vie privée, avait su comprendre que, dans l'avenir, la seule solution pour la France était l'équilibre des pouvoirs. Et le seul chemin à emprunter pour le bonheur du plus grand nombre était celui du dialogue et de la concertation. Incontestablement, les Marseillais surent retenir la leçon. Je vous remercie. Merci. Merci.